Bonjour, aujourd'hui on est là pour un webinaire sur les solutions de répit pour les aidants lorsqu'on a un proche qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc on a la chance d'accueillir Irène Filippo qui est coordonnatrice de REDS Accueil. Et puis le docteur Vincent Oudahoudia, qui est président du Gérontopole Pays de la Loire, notre partenaire. Ces webinaires sont financés par la CARSAT des Pays de la Loire. Donc les Tutonomies, c'est une web-série qui est sur YouTube depuis 2019. Ça a été mis en place avec Malakoff Humanis et des experts du médico-social. Donc c'est des tutoriels pour aider au quotidien les personnes qui soutiennent un proche en perte d'autonomie. Et puis ces webinaires, ça va vous permettre d'échanger avec un expert, d'avoir un aperçu des lieux où demander de l'aide, et puis ça s'élargit sur le bien vieillir. Donc c'est soutenu par la CARSAT Pays de la Loire et puis l'équipe du Gérontopole Pays de la Loire et des professionnels qui viennent intervenir. Bienvenue à tout le monde et bonjour. Bienvenue bien sûr à notre experte qui va nous entretenir d'un thème qui est extrêmement important et qui pose problème, c'est l'accompagnement d'un proche qui souffre d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie d'apparenté et pour lequel les aidants ont besoin d'une solution de répit pour faire face au quotidien à la maladie de leurs parents. Alors je rappelle que la maladie d'Alzheimer, comme beaucoup de maladies chroniques, mais plus encore que d'autres, est une maladie qui touche à la fois la personne malade, mais aussi ses proches, sa famille, lorsqu'ils sont des aidants. Le conjoint ou l'enfant qui accompagne le malade est à risque de développer un épuisement, une dépression, voire un burn-out. Il y a environ 900 000 personnes qui sont touchées par la maladie en France et 4 millions d'aidants qui sont concernés. Pour affronter cette épreuve, il faut d'abord accepter la maladie. Il faut comprendre que le malade n'en est pas responsable et que les troubles du comportement qu'il présente font partie de l'évolution de cette maladie. Pour affronter ce risque d'un épuisement et d'une altération de sa propre santé, l'aidant doit accepter d'être aidé par des associations, par des professionnels et pouvoir prévoir des solutions de répit. C'est ce que nous allons donc aborder avec Madame Filippo aujourd'hui et que je remercie d'avoir accepté de nous entretenir de ce sujet. Madame Filippo est coordonnatrice de l'accueil de jour REDS Accueil et intervient aussi dans des EHPAD et à la maison des aidants. Bonjour à tous, je viens vous présenter donc, les possibilités de répit qui sont évidemment différentes en fonction des personnes, des situations. En tout cas, pouvoir faire une proposition de différentes solutions. Donc en effet, il y a à peu près 4 millions de proches aidants qui accompagnent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladie neurodégénérative. Aujourd'hui, les hospitalisations sont de plus en plus courtes, ce qui veut dire que la personne rentre plutôt au domicile et donc le domicile, l'aidant proche va devoir s'occuper de la personne plus souvent et plus longtemps. Donc le domicile devient donc un lieu naturel de soins. Ce qui va instaurer une dépendance mutuelle dans le quotidien. Ça veut dire que l'aidant doit pouvoir respirer, prendre du recul, continuer à vivre une vie sociale. Donc, comment le répit peut-il s'introduire dans ce rythme journalier? Pour parler de répit, on va déjà parler d'aidant. Qu'est-ce qu'un aidant? Un aidant, c'est une personne non professionnelle qui va intervenir auprès d'une personne dépendante de son entourage pour les activités du quotidien. C'est une personne qui a une charge mentale, qui se fait du souci, qui s'inquiète pour l'autre, pour son conjoint, pour son parent, pour son voisin. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre du temps dans votre état d'esprit, dans votre quotidien. Le répit va donc répondre à un besoin naturel pour maintenir son équilibre. Si on veut bien accompagner, il est important de maintenir son équilibre. Quels sont les enjeux? Les proches aidants vont être pris dans le quotidien. Donc, ça peut être en s'isolant. Vous portez sur vos épaules le quotidien de la personne aidée. En plus, cette charge, elle augmente dans le temps, car la personne aidée, elle diminue dans ses capacités. Donc, vous allez prendre l'habitude d'aider, mais plus ça va aller, plus vous allez aider cette personne et plus la charge va être importante. Au départ, c'est juste accompagner peut-être pour faire les courses. Et ensuite, ça va être faire les courses à la place. Le repas c'est accompagné de plus en plus pour le repas, etc., dans le quotidien, dans la toilette, dans le coucher, etc.
Et puis parfois, il est plus simple de faire seul, de devoir faire appel à quelqu'un qui ne connaît pas de différentes façons. On entend parfois les aidants qui nous disent ça peut être, oh là, je préfère faire seul, en s'isolant, de faire avec quelqu'un en s'isolant, au domicile, il faut tout réexpliquer. Ça va être difficile, ça c'est de plus en plus difficile, pardon, de s'isoler une première fois, de répéter à nouveau, j'ai pas envie, je préfère arrêter l'aide, de sortir. Le contexte va en effet isoler, ou votre va vous demander de prendre d'avoir en charge la prise en charge. Vous avez porté sur vos épaules, favoriser quelquefois de la personne le faire seul. En plus, cette charge avec ces 3 points, notamment le aider, évidemment, l'est dans ses capacités, qui va entraîner une fatigue. Vous allez prendre l'habitude d'aider, mais plus ça va aller, plus vous allez. Cet épuisement va donc favoriser les états d'énervement, de lassitude, de dépression. Au départ, c'est juste accompagner, mais également une diminution des capacités physiques. Et ensuite, ça va être faire les courses à la place, de chute, de déclaration, de pathologies diverses pour le repas. Plus on est fragile, plus on est fatigué, plus on est épuisé moralement, physiquement, et moins on est disponible. Et puis parfois, il est plus simple de faire seul que de devoir faire appel à quelqu'un qui ne connaît pas. Les familles arrivent à l'accueil de jour, notamment en disant voilà, on n'en peut plus. Voilà, elles sont allées jusqu'au bout. Et on a chacun nos propres limites. Le répit va donc aérer ce quotidien. Il va servir à ça. Il va vous permettre en fait de ne pas arriver jusqu'à cet état d'épuisement. Et il est vraiment nécessaire pour la personne aidante, mais également pour la personne aidée. Le répit, c'est vraiment une notion de ressource. Il nourrit. Donc, c'est important de faire attention à notre état, à votre état, de façon à pouvoir réagir assez tôt. Il y a différents moyens, en fait, notamment celui du temps de rupture. Donc, le temps de rupture, il peut être d'une première façon par l'intervention au domicile. Il existe aujourd'hui le baluchonnage. Le baluchonnage va vous permettre, par exemple, de demander un service par l'intermédiaire d'une association, il y a Bulle d'air notamment, qui va vous proposer une intervention d'une personne sur 2-3 jours. Vous souhaitez partir voir un de vos enfants, vous souhaitez prendre 3 jours en dehors de la maison, vous ne pouvez pas amener la personne que vous accompagnez. La personne du baluchonnage va pouvoir venir 24 heures sur 24 au domicile. Vous avez les aides à domicile que vous connaissez peut-être déjà, donc ils vont pouvoir venir faire du ménage, vous accompagner la personne au couchage, à la toilette, ça peut être les services de soins, voilà, les infirmières ou des aides-soignantes. Vous avez également toutes les associations d'accompagnement qui vont pouvoir intervenir sur 1-2 heures pour accompagner la personne dans son quotidien, mais pas sur la partie toilette, ni ménage, ni repas. Ça va vraiment être quelqu'un qui va être plus sur la stimulation cognitive. Donc, il va être en complément de ce que vous faites, mais qui va permettre peut-être pendant 2 heures d'aller balader la personne. Ça peut vous permettre pendant ce temps de faire une sieste, d'aller faire des courses, etc. Et vous savez que la personne est prise en charge dans sa totalité avec un objectif de stimulation. Donc, il y a des associations qui existent pour ça. Et nous, par l'intermédiaire de l'accueil de jour, on propose ce service, en effet, pour du complément, en fait, de l'accueil. Voilà. Vous pouvez bénéficier également du portage de repas. Le portage de repas va permettre à une personne qui vit seule d'avoir juste à faire réchauffer le repas. Donc, vous savez au moins que le repas va être varié et que la personne pourra se nourrir. L'entourage peut également prendre le relais quelques heures. Il peut y avoir un voisin qui peut venir voir si votre parent est bien réveillé, ou peut l'emmener chez le médecin. Voilà. Vous avez les transports solidaires également qui peuvent prendre le relais sur des transports. Il y a également l'habitat partagé intergénérationnel et solidaire dans le département de Loire-Atlantique. On a un toit pour toi qui va permettre en fait d'avoir une personne à domicile qui va être logée, voilà, en contrepartie d'un engagement qui peut être par exemple d'être présent tous les soirs de 5h à 7h. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, les interventions au domicile. Le deuxième point, ça peut être la structure d'accueil en journée. Dans l'accueil en journée, vous pouvez bénéficier de l'accueil de jour. L'accueil de jour, donc, il peut être familial. Donc, un accueil de jour familial, c'est donc une famille un professionnel qui, à son domicile, va accueillir la personne à la journée.
Il y a des accueils de jour autonomes, dont je vous parlerai tout à l'heure, donc qui ne sont pas dépendants en fait d'un EHPAD ni d'un milieu, d'un hôpital. Et vous pouvez éventuellement trouver des accueils de jour en EHPAD. Vous pouvez bénéficier également de la halte relais. La halte relais va vous permettre la personne aidée en fait va pouvoir être prise en charge pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction des haltes. Il y aura plusieurs propositions. Et puis le bistrot mémoire, qui est également un lieu où l'objectif est de se rencontrer, de rencontrer des personnes aidées avec des personnes aidantes. Donc vous pouvez y aller à 2. Et vous allez rencontrer d'autres binômes également pour pouvoir échanger, soit sur des thèmes, mais ça peut être aussi un moment où vous allez faire des crêpes, enfin voilà, vous pouvez discuter d'un film. L'idée, c'est d'avoir un point précis pour pouvoir échanger et puis arriver après sur la discussion, sur de la convivialité avec un psychologue, des professionnels qui vont vous accompagner. La troisième proposition, ce sont les structures d'accueil de nuit. Il en existe quelques-unes, vous pouvez les trouver éventuellement dans les EHPAD, où ils peuvent bénéficier de quelques places pour accueillir la personne aidée la nuit. C'est-à-dire que la journée, elle passe sa journée au domicile et le soir, elle peut rentrer en EHPAD. Donc, ça peut être sur quelques nuits. Et puis, il y a la garde itinérante de nuit également, qui en général s'effectue entre 19 et 6 heures. En fait, des personnes peuvent passer peuvent passer plusieurs fois en fait dans la nuit pour voir si la personne est bien couchée, si elle dort bien, si elle est rassurée, et puis reste à disposition s'il y a besoin. Et puis, pour terminer, sur les structures, sur le temps de rupture, il peut y avoir également les structures d'accueil 24 heures sur 24. Donc, pour cela, il y a l'accueil temporaire. L'accueil temporaire, il a 2 intérêts. Mais le premier intérêt, et c'est ce pourquoi il existe, c'est qu'il va permettre en fait aux personnes aidées de pouvoir d'entrer en EHPAD. En général, ce sont des services en EHPAD. Il y a quelques lits. De pouvoir passer 15 jours, 3 semaines en EHPAD. Donc, ça peut être, par exemple, vous êtes un enfant, vous allez partir en vacances 15 jours, 3 semaines et vous ne savez pas du tout quel relais vous allez pouvoir trouver pour accompagner votre parent. L'accueil temporaire va pouvoir répondre à cette demande-là. Vous êtes un conjoint ou un enfant également et vous êtes épuisé, vous sentez que c'est compliqué pour vous, ou alors vous avez une opération de prévue dans les quelques jours qui suivent. L'accueil temporaire va pouvoir répondre en effet à cet accueil, en fait, accueillir la personne aidée le temps de votre opération ou de votre séjour en hôpital. Voilà, l'accueil temporaire, il a une limite de 3 mois maximum par an. Il y a également les centres de vacances qui existent, qui vont vous permettre en fait de partir en vacances à 2. Donc, dans l'idée, c'est de prendre en charge la personne aidée, mais également de vous prendre en charge. C'est-à-dire que vous pouvez passer des vacances ensemble, mais par exemple, un après-midi, vous allez bénéficier, vous, d'une balade au bord de mer, pendant que la personne aidée, si elle a la difficulté pour marcher, va rester avec des professionnels sur peut-être une plus petite balade ou en fait d'autres activités stimulantes. Il y a l'accueil familial qui existe également. Donc, ce sont également des familles qui vont pouvoir accueillir à leur domicile avec un agrément toujours d'une ou 2 places. Donc, la personne va vivre dans la famille. Et puis, vous pouvez également trouver des accueils temporaires dans les résidences seniors, mais souvent, ils exigent qu'il y ait la personne aidante avec. Donc, vous sortez de l'hôpital, vous ne pouvez pas rentrer au domicile. Les accueils temporaires des résidences seniors peuvent en effet vous accueillir avec la personne aidée. En tout cas, vous pouvez bénéficier d'aides financières qui ont leurs propres critères, mais toutes ces aides de financement, pour ça, il faut vraiment consulter le conseil départemental, les caisses de retraite. Mais je vous renverrai toujours sur le CLIC ou la DAC qui pourra donc vous donner les éléments en fonction du lieu où vous habitez.
Donc, les moyens de trouver du répit, donc on a parlé des temps de rupture, mais également de l'accompagnement systémique global et continu. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des professionnels qui vont vous accompagner, des partenaires qui vont être aussi des partenaires professionnels qui vont vous accompagner, vous, en tant que partenaire familial. Vous trouverez donc les CLIC, qui est vraiment le point relais, qui est donc le centre local d'information et de coordination, qui va s'appeler dans les quelques mois à venir le DAC, donc dispositif d'appui à la coordination. Vous pouvez également aller vous renseigner auprès de la Maison de la Santé et de la Solidarité, vos mairies. Si vous n'avez pas le numéro du CLIC, passez par les mairies, elles vous donneront les numéros de CLIC qui vous concernent. Le conseil départemental, les maisons des aidants. Voilà. Donc, si vous ne savez pas vers qui vous tournez, tournez-vous premièrement vers les mairies qui vous redirigeront vers les CLIC. Les CLIC vont vous permettre également de constituer tous les dossiers de financement qui sont nécessaires aussi pour pouvoir accéder à ces temps de rupture. Il existe également l'ESA, donc c'est une équipe spécialisée Alzheimer qui peut proposer en fait une intervention au domicile. Elles sont dotées en général de 15 séances et vont permettre en effet de trouver une aide pour pouvoir se maintenir au domicile, pour pouvoir accompagner la personne aidée au domicile. Ça peut être par exemple comment la personne peut se repérer dans le temps. Voilà, donc elles vont avoir des outils pour vous accompagner. Il existe également les équipes d'appui. Une équipe d'appui, c'est l'adaptation et la réadaptation en fait au domicile. Et puis le RESPA, qui est donc un réseau de santé pour la personne âgée. Donc tous ces réseaux-là sont vraiment des réseaux d'aide, d'accompagnement pour vous soulager. Et le troisième point, c'est la prise de recul, qui n'est vraiment pas simple, mais elle est nécessaire. Elle va vous permettre de regarder la situation et les bouleversements qu'elle engendre. Prendre le temps de poser sa vie, de la regarder. Et c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon, c'est compliqué de voir réellement ce qui se passe, de voir physiquement où on en est, moralement également, puisque c'est quelque chose qui évolue en douceur. Donc l'aide aux aidants qui est proposée aujourd'hui, donc vous pouvez la trouver auprès d'accueil de jour, auprès du CLIC, auprès les mairies organisent également des aides aux aidants, les maisons des aidants évidemment. Voilà, toutes ces structures-là vont proposer des aides sous forme de formation, de réunion des aidants, de rencontres avec d'autres aidants sur des temps d'activité. Et puis, si vous êtes un aidant actif, vous pouvez bénéficier également de 3 mois par an d'une aide financière journalière de 55 à 66 € par jour. Donc, à mon avis, il y a des critères à vérifier par rapport à votre situation. Et vous pouvez bénéficier d'une année sur toute une carrière pour pouvoir prendre une journée, par exemple, par semaine. Voilà. Vous pouvez aussi, pour cette prise de recul, avoir une écoute téléphonique. Il y a France Alzheimer qui propose des écoutes téléphoniques. Il y a également Allo avec nos proches, là, qui propose également des écoutes téléphoniques. Tous ces moments, le fait de pouvoir échanger, discuter, rencontrer des personnes, ça permet de couper du quotidien et de prendre de la hauteur par rapport à la situation, de la regarder, de mieux l'analyser et de se protéger aussi. Les moments de convivialité, ils sont nécessaires avec d'autres personnes. Peut-être trouver aussi des amis avec qui, si vous avez l'habitude de faire une belote ou un jeu de cartes ou un jeu de pétanque ou aller vous balader, de pouvoir poursuivre si vous sentez que ces amis sont bienveillants et vont pouvoir prendre le relais un petit peu à vos côtés. L'utilité, le bienfait, évidemment, de tout ça, c'est de retrouver son équilibre. Ça va vraiment permettre de vous maintenir sur une meilleure santé psychologique et physique, donc d'être plus détendu, d'être plus disponible. Et puis, évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de rester le plus longtemps possible au domicile et ensemble. Le répit va également permettre aux proches de bénéficier d'un temps pour vivre autre chose, avec un autre relais. Le fait de pouvoir sortir du domicile, de rencontrer d'autres personnes, ce n'est que bénéfique pour la personne que vous accompagnez.
de rencontrer les personnes aussi avec les mêmes difficultés. En accueil de jour, la personne que vous accompagnez va rencontrer les personnes qui sont sur les mêmes problématiques. Ça va lui permettre également de dédramatiser. Le fait de pouvoir aussi aller sur l'extérieur, c'est maintenir une vie sociale. La vie sociale, elle est stimulante. On l'a vu avec la période Covid, qui nous a tous mis en effet devant les faits, où on a vraiment pris conscience que le fait de pouvoir maintenir une vie sociale, ça nous entretient, ça maintient notre joie de vivre. On a besoin de la communication, du lien avec les autres pour pouvoir exister. Donc, je coordonne donc un accueil de jour, réaccueil, c'est donc un accueil de jour autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas adossé à un EHPAD ni à un hôpital. Il est régi par le Code de l'action sociale et de la famille. C'est une association, l'association REDS Accueil, une association à la loi 1901, donc à but non lucratif. On a la chance d'avoir une maison proposée par la mairie, située au cœur de la commune, donc dans le pays de Ré, en Loire-Atlantique. Cet accueil existe depuis 2005. Au départ, il était financé par le Lions Club et aujourd'hui, il est financé par des dotations de l'ARS et un financement par le conseil départemental et par la participation des personnes accueillies. On accueille donc les personnes qui ont plus de 60 ans, sauf dérogation, et qui ont la maladie d'Alzheimer ou des maladies apparentées. Ces personnes sont accueillies à la journée. Pour cela, on a un agrément de l'ARS pour accueillir 13 personnes. L'accueil est ouvert du lundi au vendredi. On peut accueillir une personne un lundi et un vendredi. On peut accueillir une personne 3 jours dans la semaine ou une seule journée. En fonction de la personne, de l'évolution de la situation, de la demande de la famille et de nos propositions, on va en effet faire évoluer l'accueil. Pour accompagner les 13 personnes que l'on accueille par jour, on a donc une direction, une coordination, et puis une équipe de professionnels, aides-soignants et des chauffeurs, puisqu'on va chercher la personne au domicile et on la ramène le soir. Le fait de pouvoir accompagner la personne au domicile par le transport va nous permettre aussi d'avoir une petite veille sur vous, les aidants, car il va nous permettre de voir en effet si vous êtes dans un état de fatigue important, d'être à l'écoute. Vous allez aussi pouvoir nous donner des informations sur ce que vous avez vécu la veille, ou le soir, ou la dernière fois où elle est rentrée de l'accueil de jour. Ça va permettre de créer du lien, une confiance entre vous et nous. Et également pour la personne aidée qui va aussi voir le contact qu'on peut avoir avec vous. On a la chance également d'avoir 30 bénévoles qui nous accompagnent depuis sa création, ce qui va nous permettre, pour accueillir 13 personnes, d'avoir 2 professionnels et 2 bénévoles. Ceci va engendrer dans l'organisation une possibilité de pouvoir accompagner par exemple 2 personnes qui ont envie d'aller se promener, 2 autres qui ont envie d'aller se reposer et 3 autres qui aimeraient faire du jardin. L'objectif en accueillant la personne, c'est vraiment la stimulation cognitive, le maintien de l'autonomie, le maintien de la vie sociale, la dédramatisation de la situation, c'est important, c'est grave, mais on peut continuer à vivre et à vivre des choses heureuses. Vivre des moments en tant que personne et non plus en tant que personne aidée. C'est-à-dire que là, toutes les personnes qui sont à l'accueil de jour ont les mêmes problématiques. Du coup, la problématique devient moins vue. Et puis surtout, prendre du plaisir. Venir à une journée par semaine va nécessiter de se lever, de s'habiller, de se coiffer, d'être propre, de se raser, de sortir de la maison, de monter dans le bus, d'aller sur l'extérieur, de rencontrer des nouvelles personnes, d'avoir un nouveau rythme, de se mettre en appétit, prendre du plaisir, de donner du sens à sa semaine, de s'orienter dans le temps, de vivre un temps sans la personne aidante, le pilier, puisque vous êtes le pilier, les personnes aidantes, et d'accepter que l'autre s'inquiète au quotidien et qu'il a besoin de se poser. Le fait de venir à l'accueil de jour, souvent, il y a une prise de conscience que là, quand on est une personne aidante, on s'inquiète pour la personne aidée. Et ça, ce sont des choses qui sont dites. Et ça permet à la personne aidée de se dire « Ah, ok, je comprends pourquoi je dois aller à l'accueil de jour. C'est mieux que j'y aille, parce que moi, ça va me faire du bien. Mais en plus, la personne qui m'accompagne, elle s'inquiète pour moi à longueur de journée et elle a besoin de se reposer. Donc, je l'entends, je comprends. Donc, j'accepte mieux aussi l'accueil de jour. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de secret ou à partager. Et puis, pour la personne aidante, évidemment, un temps de répit.
On propose également des formations, des réunions, des activités et notamment des journées festives. La journée festive va permettre de vous accueillir avec votre personne aidée sur un temps de repas, sur un bal, etc. On vous accompagne et on va même vous chercher s'il y a besoin, si vous avez un problème de transport. Et puis, ça va permettre aussi à la personne aidante, donc à vous, de pouvoir faire des choses sans la personne aidée, d'apprendre aussi à faire des choses seule ou de réapprendre. Les modalités d'entrée, il faut absolument avoir fait une consultation mémoire, avoir une préconisation du médecin traitant, du gériatre ou du neuropsychologue. Les GIR, en général, sont entre 2 et 4. L'accueil de jour va être conseillé par les équipes pluridisciplinaires, par l'ESA, le RESPA, le CLIC, le DAC, l'HDJ, les médecins généralistes, en fait, toutes les personnes qui connaissent votre dossier, qui vous connaissent, qui connaissent votre situation. Soit l'objectif va vraiment être de répondre à votre répit, soit ça va vraiment être la stimulation. Ça peut être les deux également. Comment se passe une journée? On va chercher la personne au domicile. Quand elle arrive ici, on l'accueille. On va faire un temps de présentation pour que la personne puisse se situer. On va proposer des ateliers de stimulation, peut-être la cuisine, le jardinage, de la gym, le mémoire, qui sont des ateliers thérapeutiques. On va proposer également d'aller acheter le pain chez le boulanger à côté. On peut également aller chercher le journal. On mange tous ensemble, salariés, les bénévoles, les personnes accueillies. Il y a toujours un petit temps de pause pour la sieste, on sait qu'elle est importante. Voilà, un petit temps d'activité. Après, on propose justement des activités qui peuvent être à l'intérieur, au sein de la structure, comme le chant, la pétanque, le bricolage. Là, en ce moment, il y a une chorale qui est en train de chanter auprès des personnes. Il peut y avoir de la lecture, des jeux de société, de la rigologie, la Wii, des accueils associations. On a un motomède, il peut y avoir des musiciens. On invite également des lycéens. Et puis, il y a toutes les activités à l'extérieur qui peuvent être faites grâce à nos bénévoles. Du jardinage, on fait du voilier, on a fait à une période du vélo, des échanges avec des animations ludiques dans les EHPAD, on va au cinéma, au théâtre, on va avoir des expositions, on essaie d'aller manger au restaurant aussi de temps en temps, on participe à des concerts, on va manger dans les lycées ou partager des moments avec des lycéens. On propose également l'université permanente. Tout ça, en fait, va être adapté en fonction du projet personnalisé de chaque personne accueillie. Ensuite, il y a un goûter et le bilan individuel de chaque soir avant le départ. Avant de partir, on demande à chaque personne accueillie comment s'est passée sa journée et ce qu'il a ressenti. Le coût, c'est important. Le coût, pour l'accueil de jour qui me concerne, on me demande une participation de 38 €. Le coût, il va entre 30 et 40 € en moyenne par jour. Nous, tout est compris, transport, repas, etc. dedans. Il est nécessaire pour toutes ces démarches de demander au CLIC, au DAC, au conseil départemental pour faire une demande d'APA, une allocation personnalisée d'autonomie. Les personnes accueillies bénéficient évidemment d'un projet personnalisé pour savoir un petit peu quels sont leurs projets, comment elles peuvent évoluer au sein de la structure, d'un contrat de séjour et puis d'un conseil de vie sociale. Le conseil de vie sociale, il va permettre à des personnes accueillies de participer c'est obligatoire, c'est la loi 2002, et de pouvoir proposer aux personnes accueillies d'évoquer les besoins, ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne moins bien au sein de la structure, de façon à ce que la structure évolue avec la vie de tous. Donc, un représentant des familles, un représentant des personnes accueillies, etc. Et puis, pour la personne aidante, évidemment, on propose des écoutes téléphoniques, une psychologue, des réunions avec d'autres personnes aidantes, des formations, les journées festives qui sont vraiment importantes et qui permettent de prendre l'air, de lâcher le quotidien et d'être prise en charge, de pouvoir participer à une journée avec la personne aidée, mais en sachant que c'est sécurisé. On propose des formations, on propose des repas au sein de l'accueil, de pouvoir venir manger à l'accueil avec le conjoint ou le parent. On propose différentes activités, des approches de la sophrologie, de la réflexologie, de la rigologie, de la communication bienveillante. Voilà un petit peu sur la présentation de l'accueil de jour. C'est bref, parce que je vous en parlerai des heures. Voilà, et je vais pouvoir conclure ce temps de répit qui est vraiment nécessaire lorsqu'on accompagne une personne dépendante pour qui on se fait du souci au quotidien. Ce temps, il est vraiment vital, il est équilibrant et légitime. C'est normal d'être fatigué, c'est normal d'en avoir marre, d'être épuisé. Et pour ça, c'est vraiment important de se rediriger vers des partenaires. Il est donc préférable d'en prendre conscience et de se faire confiance. À chacun son rythme. Tout ce qui est proposé est un appui propre à chacun.
C'est à vous de trouver la rupture, le lieu qui vous convient le mieux et à votre rythme. Cette intervention permet d'avoir connaissance des possibles afin que vous puissiez vous diriger vers les structures, personnes qui vous conviennent le mieux. Pensez au CLIC, au DAC de votre ville, la mairie vous fournira les coordonnées. Il me semble important de s'appuyer sur des tiers assez tôt afin de mieux anticiper, voire éviter ces moments d'épuisement qui parfois peuvent conduire à une hospitalisation des deux dans l'urgence. J'espère que cette intervention va vous ouvrir une porte pour que vous puissiez trouver le répit et l'aide dont vous avez besoin et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Filippo, pour cet aspect absolument complet que vous nous avez présenté de la nécessité des solutions de répit et l'exemple des accueils de jour en particulier. Je crois que pour les aidants, prendre soin de soi, c'est un impératif parce que leur santé est aussi le garant du maintien de la bonne santé au mieux de la personne aidée. Et se négliger et être épuisé, ce n'est pas rendre service à la personne âgée. Ça, je crois que c'est ce que vous nous avez fait bien comprendre, Madame Filippo. Le répit, c'est nécessaire. Alors, il y a plein de questions qui se posent. La première, peut-être, c'est la notion de culpabilité de l'abandon. Je suis un aidant, je suis le seul à savoir ce dont a besoin mon parent, et si je le confie à un autre, ou si je le laisse à une autre institution, enfin à un autre groupe, à d'autres personnes, dans un autre lieu, j'ai le sentiment que je l'abandonne et que je faillis à ce que je lui ai promis, c'est-à-dire de toujours m'occuper de lui. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? La culpabilité, on va la retrouver en effet dans la plupart chez la plupart des aidants. Ce qu'il faut vraiment entendre, c'est que le bénéfice, il va être pour la personne aidante, mais également pour la personne aidée. La personne aidée, pour maintenir, pour qu'elle se maintienne et qu'elle se maintienne dans son autonomie, elle a besoin d'être stimulée. Et quand on est dans son quotidien, la stimulation, elle est identique tous les jours. De pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes problématiques, on voit bien à quel point ça stimule, comment ça maintient. Donc une personne, il y a tout intérêt à ce que la personne aidée continue d'avoir sa propre vie sociale, continue d'avoir des personnes qui vont prendre le relais. On voit, je pense à une personne, je vais donner un exemple concret, hein, c'était un monsieur qui était pâtissier. Lorsqu'il est arrivé, son épouse nous a dit il veut plus cuisiner du tout. Et en fait, le fait de pouvoir lui proposer de faire de la cuisine, de faire la pâtisserie, lui s'est senti revalorisé. Et son épouse était se culpabilisait un petit peu en disant mais moi pourquoi il ne le fait pas avec moi et pourquoi il le fait dans ce collectif. Eh bien, évidemment le collectif il va stimuler, il va donner envie. Ça veut dire qu'en effet quand on est une personne aidante de pouvoir faire confiance aussi aux personnes qui entourent. On ne va jamais remplacer le pilier que vous êtes en tant qu'aidant. Par contre, on va compléter et on va faire en sorte que cette personne soit toujours stimulée et qu'elle puisse rentrer au domicile plus disponible pour la personne aidante. Et que la personne aidante aussi sera également plus disponible. Ça permet à chacun de se retrouver. Et ça, c'est tout bénéfice. C'est vraiment maintenir l'équilibre aussi du couple ou du parent-enfant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Absolument, et vous êtes tout à fait persuasive. Je vous en remercie. Je crois qu'en effet, c'est extrêmement important et que la notion de la toute-puissance de l'aidant par rapport à l'aidé est délétère et mortifère. Et qu'on a tous besoin, dans nos relations de couple, dans nos relations familiales, on a tous besoin de moments individuels où on rencontre d'autres personnes en dehors du couple dans lequel on vit, en dehors dans la famille dans laquelle on vit. Et les malades d'Alzheimer, comme des maladies apparentées, ont ce même besoin. Et je pense que le pâtissier dont vous donnez l'exemple, c'est tout à fait typique. Il avait besoin de le faire avec d'autres, mais pas avec son épouse. Parce que là, il se valorisait, il était reconnu comme capable d'eux, et je crois que c'est ça. Et en même temps, ça préservait les capacités exécutives, c'est-à-dire être encore capable de réaliser un travail, comme faire de la pâtisserie, c'est très, très important. Je me permettrai juste un proverbe, de rappeler un proverbe, qui veut voyager loin,
ménage sa monture. Ça veut dire que si on veut être un accompagnant, un aidant qui va accompagner longtemps, il faut aussi se ménager soi-même.